Puisqu'on va partir et on va parler de l'industrie, avec cette question, l'Europe va-t-elle être dévorée par la Chine ? Le journal Le Monde a consacré une série d'articles de fond. Ces articles vous ont passionné cette semaine sur les relations économiques entre la Chine et l'Europe. Le titre, c'est « En 30 ans, l'Eldorado chinois se mue en piège pour l'Europe ». Et vous avez vécu intensément cette période où le piège s'est ouvert puis refermé en l'espace de 3 décennies. Et vous m'avez dit cette semaine au téléphone, lorsqu'on préparait cette émission, mais je me suis battu toute ma carrière politique pour lutter contre le fameux libre-échangisme et la menace d'être dévoré par l'Asie, mais également par les États-Unis. Et donc j'ai creusé et je me suis plongé, donc on est en 1991, l'émission s'appelle... 1995, pardonnez-moi. L'émission s'appelle La Marche du siècle. Vous deviez débattre avec Bernard Kouchner, mais il a eu une petite urgence, visiblement, ce moment-là, et vous n'avez pas pu débattre avec lui. Vous êtes face à des jeunes qui vous posent plein de questions sur l'emploi, sur l'industrie. Écoutez votre réponse lorsqu'une jeune invitée vous pose la question sur l'industrie et surtout sur les menaces sur l'emploi. Geoffroy Lejeune, c'était il y a désormais 31 ans. 31 ans. Ouais. On était en 95. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, cher Philippe, quels étaient à l'époque les termes du débat sur le sujet ? Alors, oui, c'est très intéressant. Ça, c'est un moment traumatisant de ma vie. Parce que je me suis dit, je parle dans le vide. Et quand j'ai vu cette série des articles du Monde, j'étais réconforté parce que c'était 4 articles très intelligents et très brillants. Vous me permettez de rendre hommage au journal Le Monde. Alors, en fait, pour résumer les termes du débat, pour reprendre votre expression, je dirais ceci. Le piège s'est ouvert sur l'Occident le 9 novembre 1989, je l'ai vécu, avec la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, la chute du rideau de fer et la fin du pacte de Varsovie. Et à ce moment-là, toute la classe politique dirigeante, toutes tendances confondues, gauche et droite, a redécouvert Ricardo qui disait « Nous allons un jour peut-être connaître, sans doute connaître, la paix perpétuelle par le doux commerce. » Qu'est-ce que c'est la paix perpétuelle ? C'est l'enchevêtrement, génial, l'enchevêtrement des chaînes de valeur globale qui créent des liens inextricables et qui rendent les conflits impossibles. Et je les entendais tous expliquer ça, et m'expliquer ça en disant « c'est la paix perpétuelle ». La paix perpétuelle, c'est l'ouverture. Ah, l'ouverture. Sur les euros, sur les billets, il y avait des ponts qui mènent nulle part, mais des ponts. Parce que l'ennemi, c'est la frontière, la douane. Donc plus de douane, plus de frontières. C'était l'époque où Nostra Aetate, le Concile Vatican II, dit « on va vers un monde unifié ». Même l'Église dit « tout le monde, l'unification du monde, l'unification de la planète ». Avec la Greta Thunberg, qui était la Jeanne d'Arc qui entendait les voix de la couche d'ozone. C'était voilà, la mère nature, etc. Et donc plus de frontières, plus de nations protectrices, l'unification du monde. Et le système a marché. Et c'est pour ça que j'étais défait. Le système a marché. Pourquoi il a marché ? Pour les raisons suivantes. D'abord, parce que tout le monde a accepté la division du travail. Il y avait en Occident l'innovation, les blouses blanches, centrales, polytechniques, Shanghai, les bleus de travail. Donc l'innovation en Occident et l'exécution en Chine, qu'on appelait l'atelier du monde. Tout un programme, l'atelier du monde. Les choses sont dites. Deuxièmement, comme je le dis dans l'émission avec Jean-Marie Cavada, il y avait le coût de la main-d'œuvre en Chine était une fraction du coût de la main-d'œuvre en Occident. Et autre chose de très important, le coût du transport, c'était rien. Et donc en fait, une entreprise de meubles du beau-père avait plus intérêt, une fois qu'elle a dessiné la ligne de la commode,
a envoyé la fabrication en Chine et a récupéré la commode toute neuve, et c'était encore hyper rentable. C'était hyper rentable. Seulement, voilà, cher Geoffroy, cher Elliot, le piège s'est refermé. Et il s'est refermé de la manière suivante. L'atelier du monde est devenu l'ingénieur du monde. Le mépris de la classe politique française pour le tiers-monde, pour les Chinois, pour les Indiens. Je revois, je ne veux pas donner les noms. Si, je donne un nom, Balladur. Et il me dit, mais enfin, monsieur de Villiers, vous n'allez quand même pas penser qu'ils vont former des ingénieurs, des informaticiens. C'est pas demain à la veille. Ah bon, d'accord. Ben, ça y est, c'est fait. Non seulement ça, mais ils ont les terres rares. Et maintenant, ils ont 70% des smartphones, 80% des panneaux photovoltaïques, etc., etc., etc. En d'autres termes, la Chine de fournisseur est devenue pourvoyeur. La messe est dite. Et dans la séquence que nous avons vue, c'est l'émission qui s'appelait La Marche du siècle, on aurait pu la prolonger parce que vous avez toute une réflexion, et vous dites aux jeunes qui nous regardent, qui vous regardent et qui échangent en 95, vous dites, c'est pour ça que je suis candidat à la présidentielle. C'est parce que personne ne vous parlera du danger de ce libre-échangisme qui nous met en difficulté. Rapidement, Philippe, est-ce que vous partagez l'opinion des économistes selon laquelle la Chine va bientôt dévorer, parce que là, on a bien compris que le rapport de force avait changé, mais est-ce que la Chine va dévorer? Alors, cette question est capitale et m'amène à dire quelque chose que personne ne dit. Alors, pourquoi elle est capitale? C'est une machine à cran, c'est un engrenage, comme un moulin à farine. Alors, premier cran, des années 80, les Chinois nous disent « Ok, on accepte que vous veniez chez nous, toutes les grandes entreprises, mais à condition que vous fassiez des transferts de technologie. » Et nous, on fait des transferts de technologie, ça s'appelle les joint ventures. C'est très avantageux. De toute façon, ils seront incapables. Eh bien, si, ils ont été capables, puisque, par exemple, pour le rail, le matériel ferroviaire, ils sont devenus en 25 ans numéro 1 mondial du matériel ferroviaire. Donc, en fait, comme dit Le Monde, on leur a donné nos plans. Ensuite, deuxième étape, les années 2000. On fait rentrer la Chine à l'OMC, 2001. Résultat, 300 000 emplois détruits en France. Ensuite, troisième étape, troisième cran, 2010, les joint ventures à l'envers. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois nous avaient dit, d'accord, vous venez chez nous, mais vous partagez avec nous votre technologie, et maintenant c'est l'inverse. C'est nous qui implorons les Chinois, depuis 2010, pour qu'ils nous donnent, ils viennent chez nous, mais ils nous donnent leur technologie. Ils nous partagent leur technologie, alors on fabrique des co-entreprises locales. Et puis enfin, quatrième cran, c'est le plus récent, 2020, c'est Trump qui dit on met maintenant des droits de douane prohibitifs pour les produits chinois, et du coup, la Chine fait de l'Europe un espace commercial de substitution, un recours. Et tout ça me fait penser à ce qui s'est passé finalement depuis 1964. 1964, la France rétablit ses relations diplomatiques avec la Chine. À l'époque, relisez la presse de cette époque, la France est une grande puissance mondiale et la Chine est une petite puissance régionale. 1974, Alain Perfit publie Quand la Chine s'éveillera, à partir du mot de Napoléon, laissez dormir la Chine, un jour elle s'éveillera, alors le monde tremblera. Effectivement, la Chine s'est réveillée, le monde tremble. Et ce que je voulais dire de très important, de plus important, qu'il faudra développer, si vous voulez, dans une émission prochaine, c'est que on a cru, tous les pays occidentaux, et en particulier la France, et les hommes politiques sont gravement responsables, qu'avec les chaînes de valeur globale, on allait, dans une prospérité générale, retrouver de la puissance. En fait, il ne nous reste plus rien. Parce qu'avec les chaînes de valeur globale, on a vu avec le Covid que même pour les médicaments comme le paracétamol, on dépendait de la Chine.
Et donc, en réalité, il faudrait reconstruire une puissance. Pour reconstruire une puissance, il faut pouvoir se protéger. Les Allemands ne le veulent pas, donc la présidence européenne, c'est pas la peine d'y penser. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, pardon. Il faut sortir de l'Union européenne. Parce que la puissance, c'est la nation. La puissance nationale. Si on veut avoir une industrie, une agriculture, une électricité, une énergie, etc., une diplomatie puissante, il faut être chez nous. Autre sujet à présent, mais on reviendra évidemment sur les questions d'économie, de souveraineté et d'industrie dans les prochaines semaines. Philippe de Villiers, il nous reste un petit quart d'heure. Je voudrais qu'on parle également d'Eugénie Bastier, que vous connaissez très bien, qui la saison prochaine participera, tout en restant sur CNews et sur Europe 1, à l'émission L'heure de vérité. C'est le grand retour de cette émission politique à laquelle vous avez participé à de nombreuses reprises. Philippe de Villiers, vous étiez l'invité de ce grand rendez-vous politique, L'heure de vérité. Et sa simple participation à cette émission a provoqué la colère des sociétés de journalistes de France TV. Elle a été attaquée, pour ne pas dire caricaturée. Avant de parler d'Eugénie Bastier, je voudrais juste qu'on voit une séquence. C'est votre première heure de vérité. On est en 91, il y a 36 ans. Et déjà, il y avait ce climat médiatique, ce système qui vous caricaturait, qui vous présentait comme le vicomte, le fou du puits. Regardez. Alors, pour les téléspectateurs, oui, il faut expliquer. Oui, allez-y. Donc, en fait, l'heure de vérité, d'abord, c'était le sas préparatoire pour l'élection présidentielle. C'était quand vous accédez à l'heure de vérité, vous passez en Ligue 1. Ah, je m'adapte à mon public. Merci. Oui, voilà. Alors, il y avait la musique de Paul McCartney, très angoissante. Il y avait ensuite, on signait un livre d'or, j'avais mis « Ne mentez plus ». Alors là, les journalistes m'ont regardé. Bon. Et alors, il y avait les brahmanes de la médiacratie naissante, c'est-à-dire Alain Duhamel, qui était là depuis 1932. Ensuite, il y avait François-Henri de Verieux et Albert de Roy. Et en fait, j'avais découvert que de Roy est un baron belge, mais comme c'est un homme de gauche, il le cachait. Et donc, il était Fomex sous le grillage du radar. Oui. Et puis, François-Henri de Verieux était marquis de son état. Donc, ils m'ont mis la balle dans la raquette. Voilà. Mais vous avez vu comment je suis traité, quoi. Je suis vraiment. Ah bah là, oui. Ça a été ça pendant 30 ans. Mais vous me faites subir ce que vous avez subi il y a 30 ans, lorsque vous dites la Ligue 1. Vous auriez pu avoir la gentillesse et la tendresse de dire la Ligue des Champions. Et puis c'est d'actualité cette semaine, mais on va éviter de parler de ça. Geoffroy Lejeune. Il a fallu attendre Elliot pour que ce traitement s'arrête. Non, et plus sérieusement, qu'est-ce que ça voulait dire d'être invité à l'heure de vérité ? L'heure de vérité, c'était l'émission phare, l'émission reine de la vie politique. Et quand vous étiez invité, cela voulait dire que vous faisiez partie du top 10. C'est un peu que vous êtes à Roland-Garros, quoi. Okay. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait donc les intervenants prestigieux, les professionnels de la profession, là, les trois grands noms. Là. Bon. Quand vous étiez en face d'Alain Duhamel, déjà, voilà. Et ensuite, il y avait la mise en scène, et qui était incroyable, l'arrivée, il y avait le public, etc. Moi, je me souviens, à ma première heure de vérité, il y avait Jimmy Goldsmith, il y avait Alain Delon, il y avait le professeur Lucien Israël, enfin, il y avait tous mes amis, mon conseiller économique était le prix Nobel d'économie, il y avait Georges Berthu, Dominique Souchet, il devait y avoir, à mon avis, le jeune Retailleau, qui ne devait pas être loin non plus, etc. Voilà, et tout le monde était là, quoi, toute mon équipe. Voilà. Et que Eugénie Bastier soit la cible de la société des journalistes, vous en avez pensé quoi ? Ils en ont peur, parce qu'elle est plus intelligente. Il faut toujours penser à ça. En fait, les gens du service public, ils se connaissent bien. Vous voyez, ils ont cette intelligence-là de se bien connaître et donc de se mesurer. Et donc, voir arriver Eugénie Bastier, ils ne comprennent pas tout ce qu'elle dit. Philippe, passons, on devait parler de l'audiovisuel public parce que je voulais m'adresser au secrétaire d'État, au ministre que vous avez été, qui a participé évidemment à des grandes lois, notamment sur la privatisation de TF1.
Mais peut-être que nous garderons cette thématique pour la semaine prochaine. On manque de temps. Et nous sommes dans un week-end important, évidemment aujourd'hui l'armistice. Et puis demain, c'est le 9 mai. Le 9 mai est considéré comme une pierre d'angle, une pierre angulaire pour l'Europe. La déclaration du 9 mai 1950, la déclaration qui est reconnue comme le texte fondateur de la construction européenne. Elle a été prononcée par Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères. Cette déclaration est fêtée chaque année le 9 mai, devenue la journée de l'Europe instituée en 1985 par le Conseil européen. Que signifie cette journée, monsieur le député européen, cette journée de l'Europe? D'abord, j'ai jamais accepté cette expression, député européen. Député français au Parlement européen. Voilà. Je vous présente mes excuses, monsieur le député français au Parlement européen. La souveraineté, pas la souveraineté européenne. Vous avez raison. Député européen, ça veut dire que c'est la souveraineté européenne. Moi, je suis français. Voilà. Français d'Europe, mais français. Alors, je réponds à votre question. Accrochez les ceintures. Parce que là, je vais vous faire quelques révélations qui vont décoiffer, la société de connivence européiste. Alors d'abord, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il m'en a fait la confidence, et il l'a dit publiquement, qui a instauré la journée du 9 mai. Parce qu'il voulait, en fait, substituer la journée de l'Europe à l'armistice. Parce qu'il voulait réconcilier la France et l'Allemagne, etc. Et il disait ceci: tant que l'Europe ne sera pas entrée dans les habits de la symbolique régalienne, elle n'aura pas les apparences de la légitimité. Il se trouve que les travaux les plus récents de l'historiographie européenne démontrent ceci. Premièrement, la déclaration Schuman, qui a fondé l'Europe, n'est pas de Schuman. Deuxièmement, la déclaration Schuman n'est pas originaire de France, mais des États-Unis. En effet, c'est le secrétaire d'État américain Dean Acheson qui somme Schuman et Monnet de réintégrer l'Allemagne avant la mi-mai 1950. Ils ont la corde au cou. Et ils vont s'exécuter. Et celui qui écrit la déclaration Schuman, c'est Jean Monnet, sous le contrôle des Américains. Et là, coup de théâtre. Le 8 mai au matin, le 8 mai, débarque à Paris, au Quai d'Orsay, Dean Acheson, le secrétaire d'État américain. Et quand les autres le voient arriver, Schuman, Monnet, il dit: qu'est-ce que vous faites là? Il dit: je viens contrôler et corriger. En tout cas, relire. Il contrôle, il corrige, il relit la déclaration qui va être lue le 9 mai au Quai d'Orsay par Robert Schuman, le lecteur, l'interprète. Et alors, la preuve de tout ça, c'est qu'on la trouve dans la sémantique. Toute la sémantique est américaine. Le pool charbon-acier, c'est américain, c'est une expression américaine. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous allez la retrouver. Le pool. Ensuite, la haute autorité, c'est pas une expression française, c'est une expression d'origine américaine. Soyons plus précis, c'est la Tennessee Valley Authority, une création du New Deal. Ensuite, l'idée fonctionnaliste, le fameux spillover effect dont j'ai souvent parlé ici. C'est une idée américaine, c'est l'idée de passer par la technique et jamais par la politique pour que les ablations de souveraineté, je cite, soient moins douloureux. Bien joué l'artiste. Et ce que vous ne savez pas, ce que je vais vous apprendre, ce que je vais apprendre à beaucoup de Français qui nous écoutent sur Europe 1 et qui nous regardent sur CNews, c'est que la puissance américaine accompagne tout ce mouvement européen avec des financements. Et notamment avec un organisme clé qui est l'American Committee on
United Europe, le comité américain pour l'Europe unie, pour les États-Unis d'Europe. Donc l'argent est collecté grâce à 2 fondations écrans, la fondation Ford et la fondation Rockefeller. Et ensuite, l'argent arrive sur les comptes bancaires de 2 mouvements. Le premier, c'est le Comité français pour les États-Unis d'Europe, dirigé par Jean Monnet, présidé par Jean Monnet. Et le deuxième, c'est le Mouvement européen de Robert Schuman. Donc, les 2 comptes sont abondés par l'argent américain. Quelle est la leçon de cette histoire? Cette fameuse journée de l'Europe? Il y en a 2. La première leçon, c'est que la journée de l'Europe est d'inspiration américaine, que l'Europe est d'inspiration américaine, que dans l'idée des Américains, l'Europe, c'était l'annexe de l'OTAN. Et la deuxième conclusion, c'est que l'Europe était conçue par les Américains, comme par Jean Monnet et Robert Schuman, comme un marché, et non pas comme une puissance. C'est-à-dire, il n'y avait aucun ressort de puissance dans cette Europe, et il y avait un fédérateur extérieur qui était l'Amérique. L'Europe est une création américaine. Et tout le drame qu'elle vit en ce moment, c'est qu'en fait, le créateur se défait de sa créature. Parce qu'il a d'autres objectifs du côté du Pacifique. Et donc, on a des orphelins de l'oncle Sam qui se concertent entre eux, qui se frottent les uns les autres pour se donner un peu de chaleur et qui s'interrogent les uns les autres en disant « Qu'allons-nous devenir ?» Philippe de Villiers, il nous reste exactement 4 minutes pour le retour de l'apologue. Parce que le week-end dernier était un week-end chômé pour Philippe de Villiers. Le week-end du 1er mai oblige, bien sûr. L'apologue a été très largement zappé depuis plusieurs semaines. Mais effectivement, l'apologue est un apologue chômé depuis plusieurs semaines. Vous prenez du temps. Là. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, vous nous avez proposé un apologue sur l'armistice. Et vous avez une photo de famille, une photo merveilleuse que vous nous avez transmise, qu'on voit à l'instant avec le colonel Delattre, qui décore le capitaine Jacques de Villiers. Au 15-1, qui décore Jacques de Villiers, le jeune lieutenant Jacques de Villiers, au 15-1 à Metz. Vous voulez parler du 8 mai 45 et de l'armistice? Oui. Alors, très rapidement, quand j'étais président du Conseil général, la maréchale Delattre était maire de Mouilleron en Paray, Simone Delattre. Donc je l'ai très bien connue, elle a reporté sur moi, me disait-elle, l'affection qu'elle avait pour mon père. Le 8 mai 1995, pour fêter le 50aire de l'armistice, elle m'a demandé de venir à Mouilleron pour déposer avec elle 2 gerbes. Une gerbe sur la tombe de son mari, Jean Delattre de Tassigny, mort en 1952, et une gerbe sur la tombe de son fils unique, de leur fils unique, Bernard, mort à 23 ans sur le rocher de Nha Binh, en Indochine. Puis ensuite, on a déjeuné tous les 2 et elle m'a raconté. Je me souviens qu'elle riait beaucoup, parce qu'elle trouvait que l'histoire était drôle. De Gaulle, en fait, désigne Delattre pour signer au nom de la France l'acte solennel de capitulation allemande à Berlin. Et donc, elle me dit, je me rends avec mon mari à Berlin, et là, je me fais toute petite, et je vois que mon mari est fort mécontent. Il m'a expliqué après pourquoi. Il est fort mécontent pour une raison simple, c'est que il aperçoit 3 drapeaux au fond de la salle, accrochés au fond de la salle, le drapeau américain, le drapeau soviétique et le drapeau anglais. Mais il n'y a pas de drapeau français. Donc il appelle son chauffeur, et la maréchale Delattre va aider le chauffeur à trouver 3 chiffons, un blanc, un bleu, un rouge, pour fabriquer un drapeau tricolore de fortune. Et ce drapeau tricolore de fortune sera accroché au fond. Ce qui va déclencher l'ire du maréchal von Keitel, qui représente l'Allemagne, et qui est juste à côté du maréchal, du général Delattre à l'époque, il n'était pas encore maréchal, et il l'entend grommeler, Delattre entend Keitel grommeler, et en plus il y a un Français, il ne manquait plus que ça. Et la maréchale dit, en plus c'était succulent. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené avec mon frère, mon cher frère Bertrand et ma sœur Bibiane, en octobre 1959, je m'en souviens très bien, pour l'inauguration du musée des 2 Victoires
à Mouillon en Paris. Et là, ce fut un moment fascinant pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai touché le bâton. Et les deux victoires, c'était les deux héros, en fait. C'était les deux guerres. Delattre, Clémenceau. Et là, j'ai découvert ce jour-là que les deux maisons natales étaient dans la même rue, à 200 mètres l'une de l'autre, et que il y avait à un petit bout de la rue un petit blanc qui est né là et qui est devenu maréchal de France, et à l'autre bout de la rue un petit bleu qui est devenu le père La Victoire, et c'est lui qui disait devant les députés transis et désespérés parce que la guerre a les balles: politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre, je fais toujours la guerre. Et celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. La Vendée, miniature française. On a là, en fait, cette Vendée réfractaire qui donne à la France 2 vainqueurs de guerre mondiale. Pardonnez mon moment de fierté, mais ça va plus loin. Quel bel exemple que cette miniature réfractaire de la Vendée, puisque les 2 vainqueurs de guerre mondiale sont 2 inventeurs sémantiques de la fraternité capétienne. L'un invente l'union sacrée, Clémenceau, l'autre invente l'amalgame des soldats de fortune et des soldats de métier, Jean Delattre de Tassigny. Eh bien, écoutez... Vendée, aux lèvres closes, scellé d'un signe de croix. Et un jour, je suis allé sur le moulin de Bernard avec la maréchale, et elle m'a dit: regardez. Et sous l'échelle meunière, il y avait écrit au crayon de chantier par Bernard, mort en Indochine, la devise de son père: ne pas subir. Ça pourrait être la devise de CNews. Merci Philippe de Villiers. Le piège, dont parle Philippe de Villiers, est donc qu'en cherchant des produits moins chers et plus de croissance, l'Occident aurait renforcé un concurrent stratégique devenu indispensable à son économie. Ce thème rejoint des débats actuels sur la relocalisation industrielle, la dépendance aux chaînes d'approvisionnement chinoises, et la souveraineté économique européenne. Et vous, pensez-vous qu'un jour nous puissions à nouveau revenir à l'ancien modèle, c'est-à-dire, avec une relocalisation? Votre avis m'intéresse. Merci. Merci d'avoir regardé, bonne journée à tous.